Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Le débat est en direct chaque soir. Merci de votre fidélité. LCP.fr, c'est notre site. Le JDD, la question posée avec notre partenaire, il y a près de 1700 votants. C'est un sujet qui sensibilise les Français. Le sujet dont on va parler du cannabis ce soir parce que c'est un sujet qui s'est invité dans la campagne présidentielle. On en parlera. Beaucoup de candidats ou de candidats aux primaires ont pris des positions sur ce sujet. C'est un débat idéologique, c'est un débat de santé publique. On va en parler avec cette question. Faut-il légaliser le cannabis? C'était d'ailleurs le thème d'un colloque organisé par Esther Benbassa. Elle sera notre invitée et elle est sur le plateau avec nous. On reviendra aussi sur ce fait divers, parce qu'on l'a beaucoup traité sous l'angle de l'actualité à Viry-Châtillon, parce que des policiers ont été attaqués au cocktail Molotov. Ce soir, l'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort, et il protégeait une caméra qui elle-même surveillait un quartier où on dealait du cannabis. Le Premier ministre a d'ailleurs fait une conférence de presse aujourd'hui à Viry-Châtillon, on l'entendra. Certains évoquent cette question de légalisation qui permettrait de tarir justement ce trafic, cette économie souterraine dans les quartiers. On va en parler évidemment. On parlera de Daniel Vaillant parce qu'il est souvent cité. En 2003, il sort un rapport où il était plus ministre, mais il a été ministre de l'Intérieur. Il souhaite légaliser. Et puis on parlera de Charles Pasqua parce que j'ai lu dans un livre très intéressant et dans un documentaire que Charles Pasqua, pour les raisons que j'évoquais, souhaite légaliser. On va en parler. Souhaitait légaliser, bien sûr. On va en parler parce que il y a eu un sondage qui est sorti et une grande majorité de Français expliquent qu'évidemment ils ont consommé. 84% d'entre eux trouvent que la loi n'est plus adaptée. On va mettre évidemment les pieds dans le plat ce soir dans notre émission, sans compter le nombre de consommateurs, 5 millions, 4 millions et demi, et presque 1 million de consommateurs quotidiens. On fait le point. Combien vous avez, Bernard Debré? 700 000 consommateurs quotidiens. Compte tenu que ce chiffre, personne ne le connaît exactement. Évidemment que c'est toujours très compliqué. Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Et c'est vous qui avez organisé ce colloque aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et vous allez voir, ça a suscité pas mal de réactions. Ségolène Royal, Marisol Touraine, actuelle ministre de la Santé. Chacun a réagi. Ségolène Royal a fait un tweet ce soir en expliquant qu'elle préférait l'éducation à la dépénalisation. Vous parlez, vous, de légalisation. Et dans ce colloque, il y avait contrôler une proposition de loi, autoriser l'usage contrôlé du cannabis, avec autour de la table aujourd'hui au Sénat des scientifiques venus de tous les pays, des addictologues bien sûr, américains. On parlera du modèle et canadien. On parlera de ces pays qui ont opté pour d'autres modèles que le nôtre. Bernard Debré, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains de Paris, vous êtes professeur de médecine, un homme d'action de l'hôpital à la politique, ça c'est votre dernier livre, et Des savants et des dieux qui est sorti en 2013 aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous soutenez François Fillon dans cette campagne qui ne s'est pas ou peu exprimé sur cette question. Je ne sais pas si François Fillon envisage de s'exprimer. Il s'est exprimé sur cette question du cannabis. Je rappelle que vous aviez milité pour interdire la vente de drogue sur Internet. Vous aviez montré, preuve à l'appui, qu'on pouvait en acheter sur Internet. Vous souhaitiez une commission d'enquête parlementaire à l'époque et puis vous aviez fait une proposition de loi pour créer en fait des contraventions pour ceux qui consomment du cannabis. Jean-Michel Cos, bonsoir. Fondateur et ancien directeur de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie. Et c'est vrai que vous êtes le co-auteur d'un rapport qui a été remis au think tank Terra Nova, qui est très original dans son modèle économique parce que vous vous inspirez de l'Argel qui contrôle en fait les jeux en ligne et vous dites finalement les jeux en ligne c'est un peu comme le cannabis sans le produit. On est addict aux jeux en ligne et donc l'Argel est là pour contrôler, organiser. On en parlera avec vous dans quelques instants. C'est un rapport qui a été coécrit avec Christian Ben-Lagar. Merci d'être avec nous. Stanislas Gaudron, bonsoir. Je parlais de Viry-Châtillon et des policiers. Vous êtes secrétaire administratif général du syndicat Alliance. On vous écoutera parce qu'un de vos collègues est entre la vie et la mort. Il était attaqué violemment par un groupe d'individus qui ne souhaitaient pas que ces policiers viennent surveiller ce trafic de cannabis. D'abord, regardez ce sujet, ce reportage, c'est pour se rafraîchir la mémoire. Sujet de Marion Châtelain sur cette question de la dépénalisation, de la légalisation. Plusieurs ténors, plusieurs hommes politiques se sont ou s'étaient exprimés, je l'ai dit, Daniel Vaillant, mais aussi Charles Pasqua, sur cette question de la légalisation. C'est un sujet sensible. Regardez, explication avec Marion Châtelain. Légaliser le cannabis et le soumettre à une autorité de contrôle indépendante, c'est ce que préconise le think tank Terra Nova dans un rapport publié la semaine dernière.
Pourtant, l'idée n'est pas nouvelle. En 1997, le collectif d'information et de recherche cannabique avait interpellé les députés en leur envoyant à chacun une lettre contenant un joint. Mis à la poubelle parce que ça ressemblait un petit peu à de la verveine, j'aime pas tellement la verveine, voilà. Je vais d'abord aller à mon bureau pour savoir si j'ai donc reçu un petit cadeau pour Noël. Une idée défendue par certains hommes politiques comme Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, auteur d'un rapport favorable à la légalisation contrôlée publié en 2011. 4 axes y étaient développés: plus de prévention, légaliser et contrôler la production, sanctionner les conduites à risque et la récidive, réprimer avec plus de sévérité les trafics. 5 ans plus tard et malgré quelques relances à gauche ou chez les écologistes, toujours pas de débat en vue. Moi, j'aimerais, autour de cette question, que l'on arrive à créer un consensus pour ouvrir le débat. On peut toujours débattre de ces questions, mais le gouvernement ne prendra aucune initiative qui légalise, autorise, dépénalise l'usage du cannabis, qui reste un vrai problème de santé publique, de prévention bien évidemment, mais la position du gouvernement, du président de la République est très claire sur ce sujet-là depuis 2012. Mais à droite, c'est Charles Pasqua qui a créé la surprise avec une prise de position en faveur de la légalisation du cannabis. Le constat qu'il faisait, c'est que tout avait échoué. Et que donc il y avait une chose qu'on n'avait pas essayé, sachant qu'on était dans la nasse, qu'on avait perdu ces territoires, que la violence était quotidienne dans ces quartiers. Il y avait une chose qu'on n'avait pas essayé, c'était bien ça, la légalisation. Et lui, ancien ministre de l'Intérieur, tenant de la ligne dure à droite, a ouvert cette porte ce jour-là, à notre grande surprise. Pour les associations qui militent en faveur de la légalisation, il s'agit d'un empiètement de l'État sur les libertés individuelles. La loi est criminogène, elle empiète sur nos libertés, on demande à avoir des droits, et puis après il y a tous les effets secondaires de la prohibition que l'on connaît maintenant, c'est les règlements de compte. On préférait effectivement que le commerce et les soucis des détaillants se résolvent devant des prud'hommes ou devant des tribunaux de commerce plutôt qu'à coups de kalachnikov sur les trottoirs des quartiers populaires. L'usage du cannabis peut conduire jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Selon un récent sondage, 84% des Français trouvent que la législation actuelle est inefficace. Voilà, ce sujet de Marion Chatelain, Esther Benbassa, compte tenu que c'est la loi de 1970 dont on sait qu'aujourd'hui elle n'est pas appliquée ou plus appliquée. Vous êtes à l'origine de ce colloque. Alors Ségolène Royal a tweeté en expliquant qu'elle n'était pas favorable. Alors elle cite à la dépénalisation, elle souhaite faire de l'éducation. Et puis Marisol Touraine, qui n'était pas à votre colloque, mais qui a... non, qui n'était pas à la présentation au débat sur la loi. Alors elle dit comme Bruno Locou, elle souhaite un débat, elle souhaite ouvrir un débat. Elle donnera d'ailleurs une interview à découvrir dans la presse demain. Esther Benbassa, sur la légalisation, est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance? Est-ce que ce sujet avance? Parce que quand on voit évidemment le gouvernement et des hommes politiques, on se dit que ça recule. Et néanmoins, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, de droite, est favorable à cette légalisation. Oui, enfin aujourd'hui, Benoît Hamon et Kosciusko Morizet le sont aussi. On fait des pas en avant. D'ailleurs, ce sondage, nous l'avons commandé à l'occasion de ce colloque. Ce sont mes collègues de SOS Addiction, Sciences Po et le CNAM. Et dans ce sondage est très éclairant. Dans le documentaire, on a vu que 84% des Français trouvent que la législation actuelle n'est pas efficace. Il faut ajouter que la moitié des Français, dans ce sondage, est favorable à l'autorisation de la consommation de cannabis, bien sûr en dehors des mineurs et de la conduite en voiture. Alors on a préparé le sondage, on va le voir. Hein. Et non, mais c'est intéressant, c'est pour la première fois. Et plus de la moitié des Français, 52%, considèrent que la vente de cannabis pourrait se faire sous le contrôle de l'État. Et en même temps, on n'est pas surpris, un quart des Français ont consommé en dessous de 30 ans. D'une manière occasionnelle, hein, ça peut être une fois. Ça peut Nous avons une des lois les plus répressives. Nous avions demandé de faire une étude comparative. On voit très bien, nous avons des lois très répressives, mais le nombre de consommateurs ne fait qu'augmenter. Il y a donc
quelque chose qui ne va pas. Cette loi ne marche pas. Donc, il faut trouver aujourd'hui des solutions. Et la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos amis est précieuse. Nous ne pouvons pas rester bras croisés et faire de la politique seulement parce qu'on voit que les politiciens sont coupés de la réalité puisque l'opinion publique est plus en avance que nos politiciens qui ont peur de perdre des voix en parlant du cannabis. Jean-Michel Cos, je vais vous donner la parole. Il y a un policier, il y a Bernard Debré. Il y a une forme d'hypocrisie, regrette Daniel Vaillant. C'était à l'époque où son rapport était sorti en 2003. Et je vous soumets cette phrase en la mettant en calque, évidemment, ce qu'a dit Charles Pasqua. Il l'a écrit dans un livre. C'est public. Nous sommes un des pays européens le plus répressif en matière de loi. Et c'est aussi l'un de ceux où l'on consomme le plus. Est-ce qu'on n'est pas arrivé, Bernard Debré, au bout finalement d'un système qui ne fonctionne pas? Viry-Châtillon, c'en est ce soir l'incarnation. Alors, deux choses. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. C'est une drogue. Ce n'est pas un peu d'eau fraîche, c'est une drogue. Une drogue... Comme l'alcool. Non, mais attendez, le problème, bien sûr comme l'alcool, mais il y a des campagnes contre l'alcoolisme, et comme le tabac. Il y a des campagnes contre le tabac. Et on est en train de faire une campagne extrêmement forte et justifiée contre le tabac. Ce que je veux dire simplement, cette drogue, elle est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que chez les enfants, les adolescents, mais vous savez, ils commencent malheureusement à l'âge de 13 ou 14 ans. Les adolescents, ça donne des troubles cérébraux et de l'épanouissement cérébral. Chez les adultes, il a été montré à plusieurs reprises par des médecins très compétents que ça permet malheureusement de mettre en évidence, d'accentuer des troubles psychotiques. Alors ça. D'où l'intérêt d'engager l'État dans peut-être des campagnes, je sais pas. Ah, ben voilà. Non, mais prévention. Et donc, oui. Mais bien sûr. Deuxièmement, est-ce que cette loi est adaptée? Non. J'ai déposé il y a quelque temps, et je l'ai dit depuis très longtemps, il ne sert à rien d'aller dire à un consommateur de 18 ans, 13 ans, 14 ans, tu fumes du cannabis, tu vas aller en prison. D'abord, ce n'est jamais appliqué. Et puisque ce n'est jamais appliqué, ce n'est pas dissuasif. Il faut contraventionnaliser. Contraventionnaliser, c'est-à-dire que effectivement, ce jeune qui est pris en train de fumer, il a une contravention. On peut ne pas mettre un tarif prohibitif pour que le jeune puisse la payer. Nicolas Sarkozy l'avait proposé aussi en son temps, mettre des contraventions. C'est-à-dire que ça ne rentre pas au casier judiciaire, on paye. Par contre, il faut continuer la lutte contre les dealers. Et quand vous avez dit... Ça ne marche pas, tout le monde le dit. Ça marche pas. Charles Pasqua, Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur. Est-ce que je peux continuer? Parce que vous avez pris un exemple qui est tout à fait symbolique. Ce qui vient de se passer et les policiers qui ont été blessés et dont un est entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une zone de non-droit. Non seulement c'est une zone de non-droit, mais n'oubliez pas qu'il y a quelques semaines et quelques mois, il y avait des gardiens d'immeubles dans ces bars d'immeubles. Des gardiens d'immeubles ont été expulsés, blessés. Oui, ça c'est le diagnostic des dangers des mafias. Deuxièmement, ce sont des mafias. Mais pourquoi est-ce qu'on ne lutte pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de police dans ces zones? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas régner justement, elle est là, la le police. droit? Stanislas Gaudron, juste vous faire entendre ce que dit Manuel Valls. C'est très court. Il était en conférence de presse avec le ministre de l'Intérieur, justement à Viry-Châtillon, pour faire le point. Vous allez voir, les mots sont simples et on comprend bien ce qui se passe dans ce quartier. Écoutez-le. Il y a encore quelques jours ici, 63 kilos de résine de cannabis ont été pris par la police grâce à ce travail d'enquête. Le travail de la police dérange, perturbe. Les individus sont appréhendés. Un travail de démantèlement de ces réseaux est en cours. Mais à Grigny 2, à la Grande Borne, dans d'autres quartiers, ce trafic est inscrit dans la réalité sociale et urbaine depuis des années. C'est pour cela aussi que nous avons décidé au mois de juillet que la ville de Grigny serait tout particulièrement soutenue par l'État et j'avais reçu son maire, M. Rio, et son conseil municipal. Et nous allons continuer ce travail. Voilà, donc il y a une volonté forte d'occuper le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce que disait, je reprends ma première question, Daniel Vaillant dit on est arrivé au bout. On est très hypocrite parce que c'est vrai qu'on court après ces dealers et en même temps il y a de plus en plus de gens qui consomment. Notre système est à bout de souffle. Est-ce que les policiers
Parce que leur travail, c'est d'arrêter, comme on dit dans le jargon, et vous m'arrêterez si je me trompe, des chiteux pour faire une croix et justifier d'une politique répressive. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre métier? Alors, tout d'abord, permettez-moi un constat, c'est que quand on parle d'échec de la répression, il faudrait déjà qu'elle soit appliquée, la répression, et ce n'est pas le cas. Le premier élément, c'est d'abord la police, vous savez, elle travaille avec les moyens qu'on lui donne. Et on le répète assez souvent, mais quand les procédures en matière judiciaire sont extrêmement longues, extrêmement lourdes, quand vous êtes pratiquement assujetti à la faute de procédure parce que justement on complexifie la procédure pénale, nous on a demandé d'ailleurs à l'occasion de l'examen de la loi de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé, parce que ça en faisait partie aussi, on avait demandé à ce qu'il y ait une réelle simplification de la procédure pénale pour les policiers. Pour travailler plus facilement sur le terrain. Parce que si on facilite le travail des policiers, évidemment que les objectifs peuvent être atteints. Je repose ma question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vider la mer avec une petite cuillère et que ce que dit Daniel Vaillant montre les limites d'une politique exclusivement répressive qui, globalement, ne fonctionne pas? Ah mais en fait, pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que, je le répète, si on donnait les moyens aux policiers pour démanteler justement ces réseaux extrêmement organisés, extrêmement violents, qui génèrent aussi une économie souterraine avec évidemment des acteurs sociaux extrêmement importants. Dans toutes les cités, c'est un secret pour personne, ça va du guetteur... C'est une économie parallèle. C'est exactement cela. Donc, pour démanteler ces réseaux, et d'ailleurs le Premier ministre l'a rappelé, 62 kilos en fait de résine de cannabis qui sont saisis a perturbé le réseau justement à Viry-Châtillon et a occasionné cette attaque inqualifiable, cette tentative d'assassinat sur nos collègues. Donc vous voyez, mais on tourne autour. Est-ce que vous pensez qu'en légalisant, on règle ce problème parce que vos hommes et vos collègues, globalement, ils n'ont plus à courir après ces jeunes parce qu'on a déplacé le problème ailleurs? Mais il va se déplacer si vous légalisez. C'est-à-dire que le trafic de stupéfiants, vous ne pensez pas une seule seconde que les trafiquants vont laisser partir les 1,1 milliard d'euros. Ça intéresse l'État. Voilà, enfin ça intéresse l'État, mais ça intéresse surtout les trafiquants d'abord. Et vous vous doutez bien que eux, ils sont déjà prêts. Et eux, ils sont prêts à faire des transitions. Et je ne dis pas que la consommation, il y a un lien de cause à effet entre la consommation de cannabis et la consommation d'héroïne. On passe pas de l'un à l'autre de manière automatique. Mais par contre, les trafiquants, eux, ils vont passer très facilement de ce trafic-là à cet autre trafic. Et ça, il est déjà là, hein, ils ne sont pas en train de le faire. On est déjà passé dans le trafic. Ce que je veux dire, c'est que là, il sera à grande échelle, puisque si l'État prend la main, il sera absolument plus intéressant pour les trafiquants de stupéfiants. Surtout que... Je vais entendre Jean-Michel Costes, mais il y a un côté contradictoire. On n'applique pas la loi de 70, mais en même temps, les policiers courent après des gens qui fument du cannabis. Tout ça est... Non, ils ne courent pas après des gens qui fument du cannabis. Ils courent surtout après les réseaux. Après les réseaux. Ah, bien sûr. D'accord. Parce que quand vous démantelez des réseaux, derrière, vous avez toute l'économie parallèle qui s'effondre. Vous avez effectivement cette offre qui répond à la demande et qui s'écroule aussi. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du travail des policiers. Jean-Michel Costes, l'Argel, enfin, vous vous êtes intéressé à travers l'observatoire que vous avez fondé à ces questions autour du cannabis, de la toxicomanie. Comment vous regardez ce débat qui est posé, là, qui est vraiment sur la table de l'LCP, mais parmi tous les candidats à l'élection présidentielle, de légaliser? Est-ce que pour vous, c'est une solution pour déjà tarir ces réseaux et ces trafics et offrir une vraie politique de santé publique? Oui, je pense effectivement. Pour moi, il y a 5 bonnes raisons pour, au jour d'aujourd'hui, légaliser le cannabis. Parce que c'est vrai qu'on est dans un modèle depuis 40 ou 50 ans qui était le modèle de la prohibition. Et on voit bien qu'on n'y arrive pas. On a quand même l'État a mis des moyens quand même. Hein. La dernière étude économique montre que c'est quand même près de 600 millions d'euros qui sont dépensés pour la lutte contre le cannabis. Alors l'État pourrait en mettre plus. Sur ces près de 600 millions d'euros, il y en a près de 95% qui sont des coûts liés à la justice, mais surtout à la police. Donc il n'y a pas rien. D'autre part, c'est vrai que vous l'avez cité, il y a à peu près 1 milliard d'euros, c'est le marché. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Ce marché, on l'offre au réseau criminel. Alors, dans les raisons pour légaliser, je pense qu'il y en a au moins 5. Il y a déjà effectivement la lutte contre la criminalité, parce que la prohibition, c'est offrir ce marché au réseau criminel. Donc ça, c'est une première raison. Comme c'est prohibé,
les réseaux criminels, évidemment, il n'y a pas de régulation. Quand je veux dire régulation par rapport aux drogues légales, c'est-à-dire qu'on ne régule pas, on n'a aucun contrôle sur la qualité, on n'a pas de contrôle sur la distribution, évidemment, dans les réseaux criminels. Vous parlez du THC, l'interdiction aux mineurs, par exemple. Vous parlez du THC, le danger d'acheter des produits, évidemment, sur le réseau. C'est ça, sur la qualité du produit, par exemple, le plafonnement des teneurs actifs du cannabis. Terminez vos points. Le troisième point, c'est dans un contexte quand même d'économie des dépenses publiques, c'est aussi une économie pour l'État. C'est quand même une économie parce que la lutte contre le cannabis actuellement. Alors, je veux pas dire. Quand je disais 600 millions d'euros, ces millions d'euros, notamment pour les forces de police et de justice, on pourrait tout à fait prévoir les affecter à d'autres priorités de sécurité publique. Et puis, il y aurait une taxe qui pourrait ramener des dizaines de millions d'euros qu'on pourrait dédier à un vrai plan de prévention. Donc il y a une dimension économique. Il y a une dimension aussi philosophique et éthique, qui est une loi qui n'est absolument pas appliquée. Enfin, c'est faux. Elle est appliquée, mais à une toute petite minorité. C'est ça. Alors, il y a un rapport à la loi, une loi qui, que des tas de gens, des millions de gens enfreignent. À laquelle nous sommes tous soumis, mais qui ne touche qu'une faible proportion. Voilà, c'est pas normal. Et puis, je dirais la cinquième, c'est peut-être pas la moindre, c'est qu'en étant pragmatique, de toute façon, la légalisation, elle va s'imposer à nous. Elle s'impose en Amérique du Nord, bientôt au Canada. Avec l'élection américaine, il y a encore 12 ou 13 États aux États-Unis qui vont légaliser le cannabis. L'Amérique latine va s'y mettre. L'Europe aussi. L'Italie a failli le faire cet été. Donc, soit on le fait en gardant le contrôle, en mettant un niveau de régulation, parce que c'est bien ça, la légalisation. Soit on le laisse contrôlée. à des mafias. Non, mais soit on le laissera à des lobbies, parce que les lobbies du cannabis vont monter. Et si on le fait dans 10 ou 15 ans, on le fera sous pression des lobbies, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on le ferait avec moins de pression. Je vous entends, parce que vous aviez des spécialistes qui venaient des États-Unis, du Canada, vous le disiez, l'Uruguay a été le premier pays à légaliser le cannabis, et puis il y a des États, le Colorado, la Californie, Washington, l'Alaska. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos experts? Ce qu'on doit poser, c'est est-ce que la consommation a diminué? Est-ce que la consommation a diminué? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos experts américains ou canadiens? Ce que j'ai entendu aujourd'hui est assez encourageant. D'abord, il n'y a pas eu une augmentation, extraordinaire du nombre de consommateurs. Il y a eu un pourcentage, un peu plus que le nombre le pourcentage déclaré, mais on voit que au début il y avait plus de gens parce que tout le monde n'allait pas se déclarer comme consommateur de cannabis. C'est un sujet tabou, c'est un sujet. Ils font de la prévention puisque avec les taxes, ils ont rénové des écoles. Et ils font un travail de prévention et ils régulent au fur et à mesure parce que tout ça ne se règle pas d'un seul coup. Et en plus, écoutez, c'est étonnant si notre législation marchait. Et à ce moment-là, peut-être on poserait les questions autrement. Tout le monde dit que le nombre de consommateurs ne baisse pas. Il y a un véritable problème et les États-Unis, les États américains sont passés plus facilement à la légalisation du cannabis récréatif parce qu'ils avaient déjà l'expérience, certains États et nombreux avaient l'expérience du cannabis thérapeutique. Aujourd'hui, non seulement le cannabis récréatif est interdit par la loi, mais le cannabis thérapeutique n'est pas mis sur le marché. Sativex, en raison de négociations sur son prix, n'est pas en libre accès. Donc, les personnes souffrantes se font livrer par la poste ou se déplacent en Belgique. Et le cannabis thérapeutique peut soigner de nombreuses maladies, peut aider aux nombreuses souffrances. Nous sommes là dans une impasse. Non, vous n'y croyez pas? Bon, écoutez, je vous dis ce que j'ai entendu. Absolument. Moi, je vous êtes la porte-voix de ce colloque. Du cannabis. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et ceux-là, des pays comme Israël, le Canada, la Suisse, le cannabis thérapeutique, ou la Belgique, parce que les gens vont acheter leur cannabis thérapeutique en Belgique. Donc,
aujourd'hui, nous pénalisons aussi bien les personnes souffrantes, enfin certaines maladies qui aideraient à souffrir moins, certains malades plutôt, et en même temps, on est en train... Et pas la liberté de pouvoir en acheter... Pas seulement. On est à la merci des mafias. Moi, je suis pas tout à fait opposée à ce que vous avez dit, mais vous savez bien que parce qu'on a consommé du cannabis, demain, on va pas consommer de l'héroïne. Et si le prix est plus bas que le prix public est plus bas que le prix... La personne ira chier dans les quartiers. Le prix... Ah bon. Mais Bernard Debré, les gens achèteront... oui. Et les gens achèteront dans un point cannabis ou enfin comme ou en pharmacie. Moi, je ne suis pas contre la vente en pharmacie. Et quand vous parlez de la contraventionnalisation, je vais vous dire, là, vous faites la moitié du chemin. Parce que si vous mettez des contraventions et de l'autre côté, vous ne contrôlez ni la production, ni la diffusion, ni la vente, ni le taux de THC, et vous ne contrôlez pas tout ça, je ne sais pas quel serait le résultat. Juste, j'avais un petit texte à vous lire, mais on va débattre. Avant de le lire, ce petit texte, je voudrais répondre à Mme Benbassa. Les souffrances, le cannabis thérapeutique, vous le médecin, parce qu'il y a un médecin sur le plateau. C'est absurde, c'est d'une absurdité. Vous savez, l'opium, ça vient du pavot. On ne va pas demander aux malades qui souffrent d'aller sucer des feuilles ou des fleurs de pavot. Enfin, ça se pratique dans les hôpitaux, des malades. Mais on donne de la morphine. Non, écoutez, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Deuxièmement, l'aspirine. C'est un opiacé, la morphine. Hein. Ben oui. Oui, d'accord. L'aspirine, ça vient d'où, l'aspirine? Ça vient de la feuille de saule. On ne va pas consommer des feuilles de saule. Alors, de le cannabis, oui, il y a des médicaments comme la Delta 9 tétrahydrocannabinol qui est un antalgique. Mais on en fait des médicaments. On le met dans les capsules, quoi. Mais c'est pas du tout la même chose. Vous ne mettez pas du pavot dans une capsule. Mais on ne parle pas de ça. Le Sativex, c'est pas du pavot dans... Enfin, mais vous permettez que j'aille, madame, que je vous agace, c'est gentil, mais ayez non, vous m'agacez pas du tout, mais vous... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous dites que finalement, c'est quoi? Ça marche pas Non, je dis tous les produits médicaux, tous. Beaucoup de produits médicaux viennent des plantes. Les antalgiques viennent des plantes. Que ça soit le pavot, que ça soit la feuille de saule, que ça soit le cannabis. On en a extrait pour la pharmacie un certain nombre de produits. Comme la morphine, donc? Comme la morphine, mais c'est pas du pur, hein. Faites attention, c'est vendu avec tout ce qu'il faut comme précaution. Ce sont des médicaments qui sont utiles. Le Sativex peut-être. Mais si on faisait la même chose avec le cannabis, docteur, là, je me tourne vers le docteur, pas l'homme politique. Mais si on contrôle, si on légalise, si on permet de rationaliser le taux de THC. Vous n'allez quand même pas, pour quand vous avez mal, fumer du cannabis. Vous ne fumez pas une pipe d'opium parce que vous avez mal. Vous prenez de la morphine. Il y a des médecins, il y a une pharmacie, on a pris le produit essentiel, on en a tiré un médicament. Mais on ne dit pas aux gens, fumez donc des joints, vous irez mieux. Certains disent que ça les apaise, alors peut-être que bien sûr, mais on peut aussi fumer de l'opium dans des grandes salles d'opium, ça peut les apaiser, mais il est quand même... C'est pas plus dangereux. Et je peux vous dire que le problème n'est pas là. Le problème, quand on nous dit qu'il faut prendre des médicaments à base de cannabis, c'est pour légaliser le cannabis. Moi, je dis oui, aujourd'hui, la loi n'est pas adaptée. D'accord. Je l'ai dit, contraventionnalisée. Je suis désolé d'y revenir, mais il y a quand même deux ministres de l'Intérieur, un de droite, un de gauche, dont l'un, dans sa dernière interview, dit il faut légaliser. Enfin, c'est pas n'importe qui, Charles Pasqua. C'est quand même un homme dont la voix pèse à droite, quand même. Je voulais que je vous sorte aux... Non, mais c'est intéressant. C'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un problème médical. Quand vous avez des accidents mortels de voiture, il y a 21% des accidents mortels où les gens qui sont morts sont positifs. Et l'alcool, Bernard Debré, c'est quoi? D'où est-ce que vous sortez ce chiffre? Vous pouvez nous donner la... Vous dites 21%. Jean-Michel Costes, vous avez un chiffre différent. Dans ces 21% et Stanislas Godon qui va parler. Les conducteurs qui sont morts sont positifs. Votre chiffre. Oui, mais on ne parle pas de la même chose. C'est pas parce que 21% sont positifs que l'accident est attribuable au cannabis. C'est ça la différence. La grande étude française réalisée en 2003-2004 sur 20 000 décès accidents de la route
montrait que la part attribuable des morts sur la route était pour le cannabis de 2 à 3%. Voilà. On n'est pas à 21, donc. Le risque individuel, 21 sont positifs. vous êtes positif au cannabis, vous avez 2 fois plus de risques de provoquer un accident. Et mélange alcool-cannabis, énorme. 15 fois. 15 fois, c'est ça. Parce que l'alcool, en moyenne, c'est 8. Et c'est effet dose, c'est-à-dire plus en vous consommez. Ça. Ouais. Donc le cannabis, c'est vrai que c'est un risque au volant, mais c'est un petit risque. C'est un risque inférieur, par exemple. Mais si Stanislas Godon, on a une sentinelle soyenne. Demandez à tous les spécialistes de sécurité routière, ils vous répondront ça. Je vous repose ma... Je vais répondre sur la sécurité routière. Alors, répondez, parce qu'en plus, le nombre de morts a augmenté sur les routes. C'est le dernier chiffre qui est tombé ce week-end. Oui. Vous en pensez quoi, cette question? Il y a une bataille sur les chiffres, en tout cas, des chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? En dehors des chiffres. Alors déjà, la question qu'il faut quand même se poser, c'est si, dans l'éventualité de la légalisation du cannabis, où est-ce que vous allez mettre le curseur sur le THC? C'est-à-dire que vous allez estimer à quel moment est-ce que le psychotrope est très très fort? Est-ce qu'il va occasionner des troubles, et notamment des troubles lors de la conduite? Parce que n'oubliez pas qu'on parle aussi aux jeunes, et les jeunes, ils tentent des expériences, et les expériences alcool stupéfiant, au niveau de la route, je peux vous dire que pour avoir assisté à quand même quelques accidents de la route, c'est absolument dramatique. Mais ça changera quoi de légaliser ou de pas légaliser? Le fait elle-même. C'est-à-dire que là, si vous légalisez, vous offrez la possibilité du cocktail explosif, de l'alcool et des stupéfiants. Non mais là, vous ne l'offrez pas, là, c'est interdit. Là, c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Alors, d'abord, l'alcool au volant est interdit au-delà d'un seuil, et les stupéfiants sont interdits. Quand l'accident a eu lieu, c'est trop tard. Vous allez autoriser donc la consommation en fait du cannabis, et qui va pouvoir se cumuler avec la consommation d'alcool, même si c'est interdit. Alors, je vous demande où va être le curseur. C'est-à-dire le curseur sur le THC que vous allez consommer. Le THC, le rapport Terra Nova en parle. Dites-nous comment vous envisagez, vous qui avez modélisé l'argent. Effectivement, on ouvre quelques pistes. C'est des questions assez complexes. Mais de toute façon, là, on est tous d'accord qu'il ne doit pas y avoir de consommation de produits psychoactifs au volant. Mais bien sûr. Et que la loi doit sanctionner. Donc là, il n'y a aucun débat. Après, vous posez la question, comment légaliser? Alors, je pense, quel niveau THC? C'est ça. Alors, c'est une des questions. C'est le contrôle qualité. Et est-ce qu'on se fixe, comme pour la nicotine, pour le tabac, est-ce qu'on fixe des ultra light, et taux maximum? En fait, quand on en viendra à la légalisation, premièrement, je pense qu'il faut s'intéresser aux expérimentations actuelles. Il y a l'Uruguay, il y a 5 États américains, bientôt il y en aura une vingtaine, il y a le Canada qui va s'y mettre. Ils font de façon assez différente. Prenons par exemple le cas de l'Uruguay, c'est très contrôlé. Pour consommer du cannabis, il faut rentrer dans un registre. Et au niveau de, par exemple, parce qu'il y a 3 questions qui se posent. Comment on le cultive, premièrement. Fondamental. Deuxièmement, comment on le distribue. Et puis troisièmement, l'État va prélever sa taxe, notamment pour financer éventuellement de la prévention. Non, mais à quel niveau on met la taxe? C'est les 3 sujets extrêmement importants. Cultiver, par exemple, est-ce qu'on fait appel aux agriculteurs français ou pas, ou est-ce qu'on importe? Ou des grandes exploitations agricoles. Les pays qui ont expérimenté font des choses différentes. Il y en a qui mais attendez, Jean-Michel Coz, au risque d'y revenir, vous, votre proposition, parce que le policier qui est en face de vous, dit, attendez, c'est compliqué, parce que le THC, le mix, quel degré, quel taux, comment on fait? Alors, parce que c'est une question fondamentale. Alors, ça dépend comment vous allez le faire, parce qu'on en vient au deuxième niveau, c'est à qui le vend. Il y a plusieurs modèles possibles. Premièrement, on peut laisser les gens le cultiver. Au jour d'aujourd'hui, ça se fait. On estime qu'il y a entre 15, c'est difficile à estimer, mais entre 15 et 25%. Il y a des associations. Non, mais c'est de l'autoculture. De l'autoculture. Donc déjà, on peut réguler l'autoculture aussi au niveau des graines, au niveau si on le légalise, on peut réguler cette partie-là. Deuxième solution possible, par exemple, qui est envisageable, c'est le système associatif. C'est ce qu'on appelle les cannabis social clubs, donc avec limitation du nombre et avec un registre aussi. Donc ça c'est aussi sous contrôle. Ou alors des industries. Ce qu'on propose, c'est qu'effectivement il y ait une autorité de régulation avec des contrôles forts. Après, si on rentre dans le détail de la commercialisation, soit c'est le modèle américain ultra-libéral, où on va laisser le privé... Chacun mène des shops, des corps... Ou alors, par exemple, pour le Colorado, c'est exactement ça. Ou alors, ce que choisit l'Uruguay, ça va être les pharmacies. Donc, on a différentes... Et avec un registre, on est noté. Mais avec un contrôle. Est-ce qu'on contrôle la qualité des produits ?
au stade de la production et au stade de la commercialisation. Juste, je voudrais vous présenter quelqu'un qui est devant sa webcam et qui nous accompagne. C'est quelqu'un, alors c'est intéressant parce que c'est vrai que Benoît Hamon a pris position comme beaucoup de candidats aux primaires à droite ou à gauche. Nathalie Kosciusko-Morizet, Benoît Hamon, vous l'évoquez. Et nous sommes avec une sentinelle qui soutient Benoît Hamon dans cette bataille des primaires. Bonsoir plutôt d'ailleurs, parce que vous êtes en direct. D'abord, vous en tant que jeune, indépendamment de Benoît Hamon qui considère qu'il est utile de légaliser et qu'il serait souhaitable de le faire, quel est votre rapport, vous, à cette question du cannabis ? Est-ce que vous pensez que les politiques sont à la traîne de l'opinion ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait légaliser ? De manière générale, je pense qu'il y a un décalage profond entre les pratiques des Français et nos lois. On le voit avec la loi de 1970. Et la question du cannabis n'échappe pas à ce constat. La France est l'un des pays les plus répressifs, comme l'a dit Monsieur Coste et Madame Benbassa. Et pourtant, la consommation est en hausse. Et à la différence d'ailleurs des Pays-Bas qui ont, eux, légalisé et dont les jeunes consomment beaucoup moins de cannabis. Quand on parle du glissement, quand le monsieur d'Alliance parle du glissement des drogues, le Portugal a montré des preuves. Du trafic. Il a montré la preuve que le glissement n'avait pas lieu. Quand vous dites glissement, c'est glissement. Passer d'une drogue douce à une drogue dure ? Au Portugal, la consommation d'héroïne n'a pas augmenté suite à la dépénalisation du cannabis. Moi, personnellement, je suis pour la légalisation du cannabis, pour offrir un cadre légal de consommation au cannabis, et peut-être aussi pour lutter contre l'insécurité dans nos quartiers dont on parlait. Et permettez-moi d'avoir une pensée ce soir pour le policier qui est entre la vie et la mort après l'incident qui a eu lieu. Restez avec nous. Juste, vous en pensez quoi de la maturité de ce garçon-là ? Il a une vingtaine d'années. D'abord, il pense à votre collègue policier qui s'est fait attaquer à cocktail Molotov. Et il dit assez clairement, oui, il faut légaliser pour les raisons qu'il évoque. Je vous repose ma question. On parle beaucoup de terrorisme, on parle beaucoup d'attentats, on parle beaucoup des policiers qui sont sollicités sur le terrain pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de mettre les policiers pour lutter contre les terroristes, pour ceux qui posent des bombes, que pour essayer de courir, encore une fois, je vous le redis, avec beaucoup de prudence, contre ceux qui vendent du cannabis, alors qu'en le légalisant, vous réglez pas tout le problème, mais une partie. Non, vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Non, pas du tout. On est persuadé que, en fait, ça va pas résoudre le problème et que d'ailleurs, la porosité, en fait, entre les trafics d'armes, les trafics de stupéfiants et le terrorisme n'est plus à démontrer puisque on a bien vu. Mais raison de plus. Oui. Excusez-moi, je veux pas vous contredire à chaque fois, mais quand vous légalisez, vous coupez déjà une branche, non ? Non. Mais non, allez au bout. Puisque, comme je le redis, les policiers sont persuadés qu'il y aura un glissement de ce trafic de stupéfiants. Et à partir du moment où il y aura un glissement de ce trafic de stupéfiants, l'économie parallèle, la gestion dans les quartiers se fera de la même manière et peut-être plus durement. Donc, c'est pour ça que le problème sera juste déplacé. Juste Esther Benbassa et Bernard Debré, là je m'adresse aux hommes politiques que vous êtes, sénateurs et députés. Une autre question fondamentale a été posée depuis 2003 à Daniel Vaillant, et régulièrement on lui pose, puisqu'il est devenu en quelque sorte une spécialiste du sujet. Que fait-on dans l'hypothèse d'une légalisation de tous ces réseaux souterrains, hommes et femmes, qui ne vivent ou ne survivent qu'avec la vente de cannabis ? Comment on invente une économie qui intègre ces personnes avec des emplois, avec un métier ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on invente ? Et Bernard Debré ? Écoutez, il n'y a pas à inventer. D'abord, lorsque le marché de la vente de cannabis sera asséché, il peut y avoir des aides sociales ou la gérance de points cannabis. Il y a des métiers qui vont travailler dans la distribution, dans la diffusion, ou dans la production, ou dans l'agriculture la culture de cannabis. Ça c'est un leitmotiv. Oui, mais c'est un leitmotiv qu'on avance toujours pour dire il faut pas légaliser parce qu'il faut laisser vivre ces personnes. Ah non, je vous interdis de dire ça. Non, mais c'est un débat. C'est un débat, Bernard Debré. Mais est-ce que j'ai donné votre nom ? Ouais. Mais Daniel Vaillant dit ça. Vous n'êtes pas le seul homme politique que je connais. Oui, mais enfin, moi, je l'ai lu l'a aussi, entendu aujourd'hui dans les questions. On va laisser. Vous l'avez entendu dans votre colloque ? J'ai entendu dans le colloque des gens qui ont posé cette question. C'est une question légitime. C'est cynique, mais il faut trouver les moyens. N'oublions pas,
que je me fie à votre premier rapport d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, il y aurait dans un premier temps, si ma mémoire est bonne, 30 000 créations d'emplois. Hein? Bon, il y a, je crois qu'il y a divers moyens d'assécher ce marché. Mais trouver un débouché social, enfin en tout cas. Oui, mais il y aura 30 000 créations d'emplois, c'est pas mal. Et puis moi, je voudrais une seconde intervenir auprès, pour répondre à monsieur. Ce que vous dites, c'est en cas de non-légalisation. Vous-même, vous nous donnez les arguments d'une légalisation. Si vous voulez pas que ces réseaux mafieux se mélangent avec le terrorisme, etc., quoi de mieux que de couper la branche à la racine? Oui, écoutez, on voit ça dans le Colorado. Moi, j'ai entendu aujourd'hui la recherche qui a été faite sur le Colorado, aussi en Suisse. Enfin bon, et on montre bien qu'à un moment donné, on fait de l'autoculture en Suisse aussi. Oui, le réseau s'assèche par lui-même. Bernard Debré, en ce qui concerne la vente du Esther Benbassa, un point que j'ai lu, Daniel Vaillant lui dit souvent quand on l'interroge, mais finalement, en maintenant ces réseaux souterrains, on évite de pouvoir insérer des gens dont on ne peut pas, dont on n'est pas capable d'insérer. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça un peu de cynisme aussi? Non, mais attendez, il faut quand même pas dire qu'on va laisser les réseaux justement pour ne pas les intégrer, etc. Enfin, ils sont là, ils sont au moment où on se parle, ils existent. Alors, à Marseille. Moi, quand on regarde par exemple ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud où on a légalisé avec des registres. Oui, l'Uruguay. L'Uruguay, très bien. Vous imaginez, alors dans le registre, vous savez, il y a un dosage de tétrahydrocannabinol qu'on ne doit pas dépasser, il y a des surveillances, etc. Vous imaginez que ces réseaux mafieux ne vont pas vendre de la drogue un peu plus dosée, qu'on va la vendre en dehors. Bien sûr. Est-ce que vous accepteriez de dire que votre enfant a le droit de fumer, 1, 2, 3, 4, 10 cigarettes? Vous parlez d'enfants, je vois l'impression que c'est un enfant de 12 ans. Il n'a pas le droit de boire, Bernard Debré. Je dis les enfants, pardon. Il n'a pas le droit d'acheter des cigarettes. Les enfants ne peuvent pas entrer dans ces... Ah oui, c'est interdit. Pardonnez-moi, je parle enfant, j'ai l'impression d'avoir un enfant de 8 ans. Ils ont 18 ans, ils commencent à 13 ans, ils ont 18 ans. Mais est-ce que vous imaginez qu'on va dire, on va vous légaliser, mais vous allez fumer autant que vous voulez? C'est pas possible. Non, mais enfin, le grammage est limité aussi. Oui, Jean-Michel Costes, il y a un nombre de... C'est ça, hein? Oui, non, mais de toute façon... C'est comme l'alcool. Mais non, mais attendez, l'alcool, c'est déjà un drame. Ne rajoutez pas Alors, interdisons l'alcool, Bernard Debré. Faisons ce que nous ne faisons pas pour le cannabis, c'est-à-dire, nous n'avons pas fait du tout d'information. Comment les enfants sont au courant dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Ce sont des dealers locaux. Jean-Michel Costes. Ils n'ont pas d'information. Comment se fait-il qu'on ait à la pédagogie? On n'a pas fait de prévention. Oui. Eh ben, parce que le cannabis était un tabou. Non, mais il ne faut pas que ça soit un tabou. C'est pour ça que je dis qu'il faut le contraventionnaliser et deuxièmement qu'il faut mettre l'argent nécessaire pour faire une prévention. Jean-Michel accompagnement des addictés. Juste une petite parenthèse, c'est pas un long texte, mais j'ai lu qu'au moment du rapport Vaillant, il y avait le Global Commission of Drug Policy, qui était un panel de 22 personnalités, parmi lesquelles il y avait Paul Volcker, patron de la Réserve fédérale de l'époque, si c'est plus le cas aujourd'hui, Kofi Annan à l'époque, le Mexique, la Colombie, la Pologne, le Portugal, le Chili, qui publiait un rapport qui s'appelait La guerre contre les drogues, et qui disait, c'est quand même pas n'importe quel pays, et n'importe quelle personnalité. La guerre mondiale contre la drogue a échoué, avec des conséquences dévastatrices pour les individus et les sociétés à travers le monde. Voilà, ces gens prenaient une position nette et radicale. Sauf que c'est la drogue dont il parle. Les drogues, cocaïne et cannabis aussi étaient intégrés. Ah non, cocaïne, n'oubliez pas en Afghanistan, la guerre en Afghanistan, c'était quoi? C'était le pavot. Jean-Michel Costes, vous vouliez intervenir sur ce que dit Bernard Debré? Oui, tout à fait. Parce que il faut que les gens qui nous regardent se disent, attendez, moi j'ai vu un article dans Paris Match, où effectivement, c'est légalisé, c'est encadré. La question de la dépénalisation et votre proposition de contravention va dans le bon sens de la dépénalisation. C'est-à-dire, la dépénalisation, c'est quoi? Ne plus poursuivre, notamment par de la prison, des jeunes qui consomment. Bien sûr. Donc déjà qu'on soit tous d'accord là-dessus, c'est pas le cas avec la loi de 70. Non. On est d'accord. Elle est toujours là, cette loi. Au moins, réformons la loi de 70 sur cette question-là. Alors la transaction pénale existe.
Après, c'est la question de la légalisation, c'est-à-dire que on a maintenant des consommations. Je propose pas, par exemple, de légaliser la cocaïne et l'héroïne, parce qu'on a quelques centaines de milliers de consommateurs. Sur le cannabis, on est à 4,6 millions de consommateurs. C'est des consommations qui sont beaucoup plus massives. Et là, pour l'instant, ce qu'on leur offre, c'est la possibilité, parce que quand vous interrogez les gens, ils peuvent se fournir très très facilement. Donc, ce qu'on leur offre, c'est un marché noir. Voilà. Alors, j'ai pas de solution toute faite sur la légalisation. Il y a des tas de questions qu'il va falloir. Et la première question, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait, dans un premier temps, avoir comme objectif d'assécher le marché noir. Et pour ça, il faudra faire attention au niveau de la taxe. Ouais. C'est très important, cette taxe. L'État ne doit pas être trop gourmand, en fait. Et après, la question que vous avez posée aussi, la question de l'économie dans les cités, là, je pense qu'il faut aussi éviter d'être trop centralisateur et peut-être de faire confiance aux collectivités territoriales quand on va en venir à la question qui peut vendre du cannabis. Sans faire d'humour, et c'est un sujet sérieux, c'est un drame social. Pour certaines familles, c'est un drame social. Un vrai problème sociétal et social. Bernard Debré, on a notre sentinelle et allez-y. Je dis simplement que... Parce que je disais tout à l'heure sur Kofi Annan et les pays, c'est quand même des gens solides. Non, mais j'entends bien. C'est pas uniquement le cannabis. Pas que le cannabis. Je vous ai répété, je vous le dis. Mais c'est les politiques répressives de lutte contre les drogues. Oui, les talibans sont revenus au pouvoir, sont en train de revenir au pouvoir parce qu'il y a les cultures du pavot qui rapportent énormément d'argent. Mais oui, les FARC et les autres, c'est la cocaïne, etc. Évidemment, c'est un vrai problème. Mais moi, j'entends que les États-Unis, dans quelques mois, quelques années, on seront 20 États. Est-ce que c'est pas un peu le sens de l'histoire? En Californie, dans quelques semaines. Non, mais attendez, c'est pas le sens de l'histoire. Non, je le dis, et nous sommes finalement assez d'accord sur un sujet. Le sujet, c'est la contraventionnalisation, c'est-à-dire qu'il ne sert... Oui, mais attendez, c'est pas fait. Et quand j'ai déposé cet amendement, il faut, parce que ça ne rime à rien de voir un jeune qui sort d'une école et de lui dire, toi, tu vas avoir 1 an de prison. D'abord, c'est jamais fait. Il n'y a jamais rien. Et donc, il n'a aucune prévention. Il n'a aucune sanction. Il n'a rien. Il est évident qu'il faudrait commencer par contraventionnaliser pour prendre conscience. Deuxièmement, on n'a pas fait de prévention. On n'en a pas fait. On n'a aucune prévention. Alors on dit ça a échoué. Mais bien sûr, on n'a pas de prévention. Mais vous ne pouvez pas, si vous vendez un paquet de cannabis dans un lieu autorisé, vous pourrez, comme sur la cigarette, marquer c'est nocif pour le danger, c'est nocif pour la santé. On peut interdire qu'il y ait des points de vente à côté des écoles. On peut faire de la prévention. Pourquoi les Américains réussissent? C'est parce qu'ils sont aussi conservateurs que nous, mais plus pragmatiques. Regardez les Français, ils demandent à 52% dans ce sondage que les électeurs, que les candidats aux élections s'emparent du sujet. Mais les jeunes ne le veulent pas. Les jeunes ne le veulent pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans les politiques, ils n'ont pas tort. Mais vous êtes politique comme moi, là. Oui, mais moi, je doute de certains politiciens. Est-ce que François Hollande doit, parce qu'on parle d'un nombre de consommateurs très élevé, qu'ils soient occasionnels ou réguliers, plus de 4,5 millions en tout cas de consommateurs, de gens qui consomment occasionnels, est-ce que François Hollande doit s'exprimer sur cette question, prendre la parole? Non, mais faire une grande loi. Enfin, c'est pas en période électorale que les politiciens feront des grandes lois. Non, c'est une loi impossible pour vous? Pour le moment, je crois que... c'est trop compliqué? Non, moi je crois que... Enfin, je n'ai pas de religion là-dessus. Moi je crois qu'il faut creuser, labourer le terrain. Il faut que l'opinion publique impose quand même aux politiciens quelques réflexions sur ce sujet, et que après la période d'élection, on pourrait peut-être revoir la question. Et moi, je suis très confiante, ayant beaucoup tourné aux États-Unis, étant de culture anglo-saxonne, que après le grand sondage en Californie, un des plus grands pays États des États-Unis, il y aura une stimulation et
tout ce qui se fait en Amérique de positif arrive chez nous. Jean-Michel Coste. Avec 5 à 10 ans de retard. Et c'est souvent ça met 10 ans à traverser. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec 10 ans de décalage pendant les années 2000, c'est qu'il y a eu un renversement de l'opinion publique qui était très très majoritairement contre la légalisation, à 75%, comme en France, 70-75%. Et en 10 ans, c'est passé de 75% à 40%. Parce que Pourquoi on a dédiabolisé le produit? Non, pour deux raisons principales. Comme les Français sont en train et je pense que les hommes politiques vont suivre. Mais pour tout simplement deux raisons. Parce que ça fait quand même 40 ou 50 ans qu'on mène une stratégie dont les gens se rendent compte, et d'ailleurs c'est les 84% de l'enquête d'opinion, qu'elle ne marche pas. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. On a mis pendant des années 600 millions d'euros par an. Moi, je ne sais pas où ils sont les 600 millions. Excusez-moi. Voilà, mais il y a des policiers qui sont sur le terrain quand même. Dans la comptabilité, mais on peut vous dire qu'il n'y a pas personne. Voilà. Donc, en tout cas, on a mis ça. Il faut dire que les policiers font bien leur travail aussi, parce que quand même, il y a 47 tonnes de cannabis par an. Certes, c'est que 20% des quantités consommées. 20%. 20%. Donc tout le reste est passé, d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même 140 000 interpellations pour usage principalement de cannabis. Il y a quand même des condamnations. Il ne faut pas dire que c'est pas appliqué la loi. Il y a quand même 30 000 condamnations pour usage simple. Usage simple. Oui. Donc ce n'est pas vrai. Attendez, excusez-moi. Si. Non, mais il y a des condamnations. Qui sont des condamnations. Ils sortent pas du commissariat, Bernard Debré. Virtuelles, c'est-à-dire que personne ne fait, quand on a un usage simple, de prison, jamais, heureusement, qu'un usage simple. Mais il passe devant le juge, en tout cas. Alors, je ne dis pas de la prison, j'ai dit de condamnation. Non inscrit au casier, rien. Dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est... il faut rentrer dans terminer, Jean-Michel Coste. C'est l'idée reçue qu'on ne fait rien. Donc, pendant 40 ans, il y a eu des choses de faites. On saisit grosso modo 20% des quantités consommées. On interpelle grosso modo 2% des usagers qui, au sens de la loi, pourraient être condamnés à 1 an de prison. Donc voilà, c'est ça le résultat de cette politique. Donc les Français ont conscience, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a maintenant 30% des Français qui ont fait l'expérience du produit et qui savent bien que dans la plupart des cas, c'est des consommations qui restent récréatives, occasionnelles, et dans 90% des cas, qui ne posent aucun problème. Donc on a diabolisé, et se rendre compte qu'on a diabolisé à tort. On n'a pas rien fait. L'émission se termine, juste une conclusion. Mais on n'a pas rien fait. Nous, on dit simplement que les policiers, ils ont travaillé avec les moyens qu'on leur a donnés. Si on leur donne plus de moyens, je vous garantis que les réseaux vont être démantelés. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous dites qu'on laisse faire, enfin, si j'entends bien votre discours. C'est pas qu'on laisse faire. Si, c'est ce que vous dites. On leur donne pas les moyens. Oui, mais on ne donne pas les moyens, ça veut dire qu'on laisse faire. Alors, premier élément, les condamnations. Nous, on a déjà assisté à des scènes, mais hallucinantes, du genre un condamné avec un bracelet électronique qui continue à faire du deal dans une cité. Mais là, vous redonnez des arguments à Esther Benbassa pour légaliser. Non, mais c'est pas du tout pour légaliser, enfin. Ça veut dire que la réponse pénale n'est pas adaptée. Le seul moment où ça a à peu près fonctionné, c'est un échec, donc. C'est quand il y avait des peines planchées. Quand il y a eu les peines planchées, c'est vrai que les consommateurs qui étaient pris et en cas de récidive, ils avaient une condamnation qui était beaucoup plus lourde. Et là, je peux vous dire que là, ça avait mis un frein. Malheureusement, les peines planchées. Ceux qui nous regardent, Monsieur Tout le Monde qui va se faire arrêter avec un cannabis récréatif va se retrouver. Vous pensez que c'est non, mais après le débat sur l'univers carcéral avec le fait qu'ils aient le droit d'avoir où la drogue est présente, de la drogue, des téléphones portables, y compris pour les terroristes et tout. Bernard Debré, conclusion. C'est une drogue. On l'a entendu. Mais non, on l'a pas entendu. Ah si, vous l'avez dit. Et les adolescents, les ados ne le savent pas. Mais une drogue, vous entendez quoi par drogue? Drogue. Vous définissez une drogue? Écoutez, l'alcool est une drogue. Addictif, et deuxièmement, ça donne des troubles somatiques graves au niveau du cerveau. Donc le tabac. Non, mais ça rend addictif ou ça peut rendre addictif? C'est très différent. Ça rend addictif. Le jeu de hasard aussi, les tablettes aussi. Le tabac, Bernard Debré. Oui. 90% des consommations s'estompent et se terminent sans addiction. Je veux dire simplement que nous n'avons jamais... C'est pas le produit qui crée l'addiction, c'est le comportement. Malheureusement, je vais vous dire une chose. Merci. Dans ma propre famille, il y a quelqu'un qui a fumé et qui est devenu après accro à des substances beaucoup plus dures. C'est pas le cas de... C'est pas vrai. Ne dites pas ça. Vous êtes en train de dire qu'il faut que l'État soit dealer.
Merci. l'État soit dealer. Merci, avocate. Esther Benbassa, avant de nous quitter, Et c'est vraiment je fini. souhaite que, après toutes ces discussions et ces Oui, débats on va aussi, jusqu'où? On va où? qu'on aille un peu plus loin. Et deuxièmement, qu'on débarrasse les politiciens de leurs préjugés sur le cannabis. Franchement, la population est en train de s'en débarrasser. On peut avoir mais un pas certain les nombre, politi- Madame, on peut avoir un Merci. certain nombre de valeurs. Merci bien. Et se tenir aux valeurs. Le vote Et JDD. arrêter de parler J'ai des beaucoup de politiciens. valeurs, hein. Vous en êtes Merci. un Le débat se politicien. poursuivra après l'émission, évidemment sur nos sites, sur le hashtag CVR et sur Facebook. Regardez le vote JDD, voilà. Voilà, Êtes-vous favorable à la légalisation du cannabis? Bah oui, à 1644, ce sont les internautes du JDD qui ont voté, notre partenaire. Oui à 86% et non sur le chiffre qui restait, c'est-à-dire 22%. Merci Jean-Michel Cos d'être venu sur ce plateau. Avec ce think tank, vous avez remis ce rapport à Terra Nova. On peut le découvrir d'ailleurs sur le site Terra Nova, à découvrir sur le modèle de l'Argel. Esther Benbassa, merci. Sénatrice Europe Écologie Les Verts. Et vous étiez à l'origine de ce colloque et vous continuez bien sûr de ce la combat première loi de la déposée première loi au Parlement. sur la légalisation. Et Contrôlée. votre livre, on le voit parce que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, Vendredi noir, nuit blanche, il est sorti chez Jean-Claude Lattès. Merci. Il sort. Et il sort. Voilà, ce livre va sortir. Vendredi noir et nuit blanche, Jean-Claude Lattès. On a vu la couverture de ce livre qui va sortir. Bernard Debré, merci de venir sur ce plateau. Député Les Républicains de Paris. Vous soutenez François Fillon dans cette campagne des primaires. Et puis merci à Stanislas Godon. Vous êtes le représentant d'Alliance, la police sur ce plateau. Merci à vous quatre. Merci de nous avoir suivis. Nous, on s'intéresse à la Syrie avec la bataille d'Alep, une ville anéantie. On va s'y intéresser demain en direct. Et je serai là. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien dans un instant. La parité, une promesse récurrente des hommes politiques. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Le président du groupe, c'est un homme. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est un homme. Les prochaines élections législatives renverseront-elles la tendance? Et surtout, la parité va-t-elle s'imposer aussi dans les esprits? LCP Le Mag, ce soir à 20h.